Merci de votre fidélité. Europe Matin, votre matinale info sur Europe 1. Julien Pierce. Et le journal de 8h vous est présenté par Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Information exclusive Europe 1, un trafic d'êtres humains a été démantelé entre la France et l'Espagne. Des migrants étaient revendus à des organisations criminelles. Enquête à suivre dès le début de ce journal. À la une également Sophie. La Californie touchée par le plus grand incendie de son histoire. Près de 118 000 hectares de terrain ont été dévastés. De violents orages ont paralysé le trafic SNCF hier soir entre la Normandie et Paris. 1500 personnes sont restées bloquées dans les gares. Certaines ont dû dormir à même le sol. Premier bain de foule pour Emmanuel Macron hier au fort de Brégançon. À la défense d'Alexandre Benalla à nouveau mise à mal. Les jeunes molestés place de la Contrescarpe n'avaient pas d'antécédents judiciaires et n'avaient pas non plus dissimulé leur identité. Et puis gros plan sur l'Olympique lyonnais à quelques jours de la reprise de la Ligue 1. Et dans un quart d'heure, je reçois la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Quel bilan tire-t-elle de cet épisode de canicule qui est en train de s'estomper? Réponse juste après ce journal. C'est une information exclusive Europe 1. Un vaste réseau d'esclavagisme moderne vient de tomber entre la France et l'Espagne. La filière démantelée a acheminé principalement en France des centaines de migrants en provenance d'Afrique de l'Ouest ces derniers mois. Les enquêteurs ont arrêté 7 personnes et fait tomber un réseau particulièrement bien organisé dans un véritable trafic d'êtres humains. Guillaume Bier, vous avez enquêté avec Salomé Legrand pour Europe 1 et on sait désormais comment ces trafiquants procédaient. Oui, au départ, ça ressemble à une filière de passeurs classiques. Ce sont des trafiquants qui écument l'Afrique de l'Ouest, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire ou Guinée. Et ils proposent uniquement à des hommes sans trop de ressources de tenter leur chance vers l'Eldorado français. Mais au bout d'un moment, le rêve tourne au cauchemar. D'abord, les clandestins se voient remettre de faux papiers, puis ils traversent le nord de l'Afrique. On les achemine ensuite en Espagne par de petits bateaux. Et puis ils passent quelques jours dans des centres de soins gratuits où ils peuvent récupérer après leur périple. Mais après, une fois entassés dans un appartement près de Saint-Sébastien, quand ils croient qu'ils vont enfin rejoindre la France, là, ils sont en fait revendus. C'est ce que nous explique l'un des responsables de l'enquête espagnole, l'inspecteur Nieto Barroso. C'est du pur crime organisé. Ils ne trafiquent pas des armes ni de la drogue. C'est même douloureux à dire, mais c'est du trafic d'êtres humains. Il y a des gens en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, qui vont acheter 4, 5, 7 personnes africaines et ils les envoient devant les portes des églises, des supermarchés pour mendier ou bien ils les font travailler dans des écuries. On parle vraiment d'esclavage, l'esclavage du XXIe siècle. Voilà, vous avez bien entendu, ces hommes sont revendus en Europe à des réseaux criminels pour qu'ils se livrent notamment à la mendicité. Alors avec le soutien des spécialistes d'Europol, les enquêteurs espagnols ont mis fin à ce trafic d'êtres humains. Ils ont arrêté 7 suspects, principalement dans la région de Saint-Sébastien ainsi qu'à Madrid. Ils ont tous été incarcérés. Mais pour autant, l'enquête est loin d'être terminée car maintenant, la priorité des policiers espagnols, c'est de remonter les filières, de retrouver précisément ceux qui ont acheté ces clandestins. C'est pour ça qu'ils épluchent actuellement les agendas et les téléphones des suspects qui étaient extrêmement bien organisés. Et puis il y a le volet financier de l'affaire. Tous les comptes en banque des trafiquants ont été saisis et gelés. Et les enquêteurs sont en train de chiffrer les bénéfices de ce trafic. C'est énorme, nous confiait l'inspecteur Nieto Barroso. On est potentiellement sur des sommes qui se chiffrent en centaines de milliers d'euros. L'enquête de Guillaume Bier avec Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Enquête édifiante. 8h04 sur Europe 1. On prend à présent la direction de la Californie, dévastée en ce moment par les incendies. Et on retrouve à Los Angeles le correspondant d'Europe 1, Benoît Clair. Benoît, la Californie est confrontée à l'incendie le plus important de son histoire. Cela fait 27 jours que le feu ravage le parc national de Yosemite. Est-ce que l'on dispose d'un premier bilan ? Oui, 18 foyers du nord au sud de l'État ont déjà brûlé plus de 2400 km² et le plus important d'entre eux à Mendocino est surréel par sa taille. Plus de 200 000 hectares ont été dévastés en moins de 48 heures avec plus de 1000 maisons détruites et surtout 7 morts. Des renforts sont arrivés de la côte est des États-Unis après 15 jours de route. Pour la première fois cette année, des brigades sont même venues d'Australie et de Nouvelle-Zélande pour prêter main forte à quelques 6000 pompiers, dont plusieurs centaines ne sont pas rentrés chez eux depuis plus d'un mois.
travaillant par tranche de 12 heures. Donald Trump a tweeté que ces feux étaient dus, je le cite, à des lois californiennes qui interdiraient, selon lui, l'utilisation massive de l'eau plutôt rejetée dans le Pacifique. Fin de citation. Personne à la Maison-Blanche n'a voulu commenter son propos. L'entourage du gouverneur parle ici de commentaires idiots et infondés. Benoît Clerc, correspondant d'Europe 1 en Californie. Le Portugal est également en proie aux flammes. Le feu est tellement important qu'il est visible depuis la Station spatiale internationale. Dans le sud du pays, la ville touristique de Monchique, dans les montagnes de l'Algarve, est menacée par un gigantesque incendie. 15 000 hectares de forêt sont partis en fumée depuis vendredi. 30 personnes ont été blessées. 8h05 sur Europe 1. Grosse pagaille hier à la SNCF entre la Normandie et Paris. Oui, en cause les violents orages dus à la chaleur qui ont provoqué la chute d'arbres sur les voies et endommagé des caténaires. 1500 voyageurs se sont retrouvés bloqués dans les gares de Lisieux, Caen et Évreux. Le trafic a été totalement interrompu durant plusieurs heures. Les passagers n'ont eu d'autre solution que de patienter. Écoutez Anne-Marie, bloquée à Lisieux avec son mari, elle rentrait à Paris. Il y a eu pour moi un manque réel d'informations. On était à se poser des questions, c'est le bouche à oreille qui passait. Qui ont fait une distribution de repas et en fait il y a eu des personnes qui en ont eu et d'autres pas. Et puis comme toujours, dans ces cas-là, les toilettes innommables. Il y avait tout un tas d'enfants qui étaient couchés à l'intérieur de la gare avec des petites couvertures de survie. Il y avait, nous dans notre wagon, il y a un nourrisson d'1 mois. Ils n'ont vraiment fait aucun effort pour lui. Enfin, je sais pas, c'est un manque de communication absolument sidérant. Un témoignage recueilli pour Europe 1 par Caroline Philippe. Et une fois les rails dégagés, les trains ont pu repartir et sont arrivés entre 2 et 3 heures du matin à Paris. Les voyageurs ont été pris en charge par des taxis ou hébergés à l'hôtel. La SNCF a assuré qu'elle allait rembourser en intégralité les billets de train. À 800 km de là, pendant que les orages grondaient sur la Normandie, Emmanuel Macron, très discret depuis son arrivée vendredi au fort de Brégançon, s'est offert un premier bain de foule. Je suis venu faire un petit coucou, a lancé le président, très détendu, qui s'est prêté au jeu des selfies. Monsieur Macron, comment allez-vous? Ça va très bien. Vous allez bien? On est bien content parce que c'est vrai qu'on est venu souvent dans l'espoir de vous rencontrer. Et ce soir on vous a vu. On espère que vous profitez aussi de vos vacances pour vous reposer. Oui. Voilà. Pour bouquiner, se promener. Et pour ressourcer. Faire comme tout le monde. Voilà. Et ça fait du bien. Profitez de votre séjour en tout cas. C'est ce que je vais continuer à faire. On va se promener là, quand il fait un peu moins chaud. Oui. Excusez-moi, je suis à ma mouillée. Je vous en prie. Vous remontez de la mer? Légèrement. Monsieur Macron, on est les champions. Du Nord et les Pas-de-Calais, exactement. C'est qui ton préféré, toi? Griezmann. Bonnes vacances à vous, hein. Des témoignages recueillis par Victor Delande pour Europe 1. C'est un nouveau coup porté à la défense d'Alexandre Benalla. Le couple pris à partie par l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron le 1er mai dernier, place de la Contrescarpe à Paris, n'avait pas d'antécédents judiciaires, pas plus qu'ils n'avaient dissimulé leur identité aux policiers. Et c'était pourtant l'un des arguments de la défense d'Alexandre Benalla. C'est aussi ce qu'avait affirmé le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, en commission d'enquête. Il est donc utile de rétablir les choses pour l'avocat du couple, maître Sahan Saber. Notre but n'est pas d'accuser Michel Delpuech aujourd'hui, lui, d'avoir menti. Peut-être que les informations qu'il avait à sa disposition étaient celles-ci. Mes clients ne sont pas des casseurs, ce ne sont pas des membres du Black Bloc, ce sont des personnes sur lesquelles on a retrouvé absolument aucun accessoire que l'on retrouve en général sur ce type de personnes. Et effectivement, ils n'ont pas de casier judiciaire et ils ne sont pas du tout connus des services de police. Ils n'ont jamais été mis en cause dans aucune procédure. Il est important de rétablir ces faits concernant mes clients. Il est important de rétablir la vérité sur ce qu'ils sont. Et il est important aussi aujourd'hui de tenir M. Benalla pour menteur, puisque lui n'a eu de cesse de dire qu'ils étaient des casseurs, qu'il les avait identifiés comme tels. En tout état de cause, M. Benalla, non seulement il ne sait pas accomplir des gestes d'immobilisation, et d'autre part, sa capacité d'analyse est tout à fait limitée. Maître Sahan Saber. Et en parallèle, le Canard enchaîné dévoile ce matin un message chaleureux de remerciement que le préfet de Paris avait adressé à Alexandre Benalla alors qu'il avait déclaré ne pas le connaître. Ce message dans lequel il l'appelait cher ami a été saisi durant la perquisition du domicile de l'ancien collaborateur de l'Élysée. 8h09 sur Europe 1, l'heure de s'intéresser à la reprise du championnat de France de foot de Ligue 1. Oui, la Ligue 1 qui reprend vendredi avec Marseille-Toulouse à 20h45. Alors tous les jours, cette semaine à 6h30 et 8h, Europe 1 vous fait découvrir les équipes à suivre. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'OL. Lyon, qui a terminé 3e en fin de saison dernière, va continuer sur sa lancée, Benjamin Lévesque. Oui, le club mise sur la stabilité avec le même effectif que l'an dernier. Auteur d'une très bonne fin de saison, la jeune génération veut confirmer. Le premier à incarner sa dynamique,
c'est l'entraîneur Bruno Genesio, très critiqué la saison dernière. Il a été confirmé à son poste par Jean-Michel Aulas, le président du club, et il se veut le garant de cet équilibre. Il est clair depuis la fin de saison qu'on souhaitait garder, comme l'a rappelé le président, une ossature d'une équipe qui avait été reconstruite à pratiquement 70% en début de saison et qui a plutôt bien fonctionné la saison dernière avec de jeunes joueurs. Donc l'objectif était de garder une ossature, ce qui est le cas. À l'image de cette continuité, le nouveau champion du monde, Nabil Fekir, convoité par plusieurs clubs européens, le capitaine de l'OL devrait rester 1 an de plus dans le Rhône. L'objectif pour lui, c'est la qualification en Ligue des Champions, la Coupe d'Europe et pourquoi pas titiller l'immense Paris Saint-Germain. Benjamin Lévesque. C'était le journal de Sophie Tussaud. Merci Sophie, à tout à l'heure. Europe 1.